Je suis Guillaume de Pastor, j'ai 33 ans, je collectionne l'art depuis l'âge de 19 ans. Voilà, et je n'avais jamais participé à une vente aux enchères, puisqu'habituellement je fais plutôt ça par galerie ou par foire. Donc c'était une grande nouveauté pour moi. Bon, tout le monde me connaît. Je m'appelle Kimiko Yoshida, je suis plasticienne. Je fais des photos, je fais l'autoportrait, je fais des sculptures, l'installation vidéo. Voilà. Alors, je m'appelle Pierre-Yves Kivigère, je suis philosophe, enfin j'enseigne la philosophie à la Sorbonne. Je m'appelle Julie Navarro, je suis moi-même peintre et j'habite le 19e. Oui, alors voilà, je suis Hervé, je suis un peintre, un collègue de toi. Et donc je connais très bien ton travail. Et c'était l'occasion d'acheter une de tes toiles. C'est pour ça que j'ai participé au montant du budget que j'avais, qui n'était pas énorme, mais enfin qui me permettait quand même de tenter ma chance. Jean-Michel Ribet, psychanalyste. Je m'appelle Olivier Goetz. C'est difficile de se présenter, je suis un provincial, j'habite Metz, en Moselle, en Lorraine. Et voilà, généralement, on pose des questions sur la profession des gens, donc je suis prof, j'enseigne à l'université de Metz. Nous sommes Fred Hilgemann. Pourquoi un seul nom? Pourquoi un nom pour deux? Parce que nous travaillons ensemble et que le produit de nos réalisations cinématographiques est en fait le produit de la fusion de deux cerveaux. Ok, mais j'ai reçu un mail de vous, je pense, annonçant que vous mettiez une toile, vous racontez votre petite histoire de micro-ondes que vous avez mis en vente sur eBay, et ensuite vous dites que vous mettez donc un tableau sur eBay. Ce qui m'a interpellé, si je peux, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est pas tant le sujet en lui-même. J'ai trouvé que c'était un travail plus abouti et de plus en plus abouti que tes précédents, ce qui est une très bonne chose pour un artiste, ça je le précise, mais c'est pas tant le sujet, c'était le principe. Mais ça va peut être l'objet d'une autre question, c'est-à-dire que comment ça se passait? La vente aux enchères, Internet, le contexte, les gens, l'enchérissement, la préparation d'une médiatisation, etc. Je trouvais ça assez intéressant. C'est un tableau manifestement important aussi bien par ses dimensions que par son thème et dans sa réalisation, les failles, la division qui le traverse en font manifestement un tableau très important. Et quand on connaît la peinture, pour ceux qui connaissent déjà la peinture de Marc Molck, c'était facile d'enchérir. Effectivement, enchérir sur une photo quand on n'a jamais vu ta peinture, ça c'est sûrement un obstacle. Pour l'art contemporain, c'est extrêmement pauvre eBay, c'est-à-dire si on regarde de ce qu'il y a vraiment très peu de choses. Le fait que ça commence à 1 €, ça t'a amusé? Ça, je dirais, je me suis dit, c'est bien du Marc. Ce genre comment dire, c'était à la fois une accroche marketing, à la fois ironique, à la fois je m'en foutiste, enfin... je pense que si je dis marketing, ironie et je m'en foutisme, ou du moins affiché, je dis beaucoup de choses de Marc Molck. Donc oui, de ce point de vue, ça correspondait assez. Maintenant, pas spécialement, non, ça aurait pu être 1, 100 ou 1000 €. Je pense que j'aurais pas spécialement bondi ou été plus surpris, en fait. Que penses-tu du prix qui a été atteint, 1 310 €? Je n'avais pas réfléchi, en fait, parce qu'effectivement, à partir d'un certain moment, je n'ai plus enchéri pour différentes raisons, dont effectivement le fait que je ne pouvais pas voir approcher l'œuvre directement sans qu'elle soit, disons, médiatisée. Et à partir de là, j'ai décroché, je ne m'en suis plus occupé. Donc le prix final, j'ai décroché aussi. Ce qui m'a plu dans ton tableau, c'était qu'il te ressemblait. C'était parce que, en fait, tu le sais, je suis un peu fan de tes tableaux depuis longtemps. J'avais été très frustrée à la précédente exposition, j'ai oublié où, de ne pas avoir les moyens de m'en offrir un. Et donc, à force de regarder ton site, Marc Molck, et quand tu as mis en place cette performance, je me suis dit, cette fois-ci, je posséderai. D'accord. Et ta toile m'intéressait parce que elle participe d'une thématique que je trouve d'actualité et qui est un peu, je dirais,
une orientation là dans le milieu de l'art, dans la peinture, un sujet, c'est-à-dire une façon d'aborder le corps et la sexualité, non pas sous l'angle du désir, comme ça a été fait pendant longtemps, ni sous l'angle du quotidien, comme c'était le cas dans les années 90, mais plutôt sous l'angle sociologique ou analytique, avec un mélange de symboles, avec une mise à distance de l'objet représenté, et un effet miroir, c'est-à-dire que devant ce tableau, on se sent en situation de devoir reconsidérer sa propre position par rapport à l'objet représenté. Donc ça, c'est un mécanisme que je trouve d'actualité. Oui, je voulais te remercier pour le texte que tu m'as écrit, dont je n'ai que de bons retours. C'est vraiment un texte qui, pour moi, cherchait à exprimer cette correspondance intime, profonde qu'il y avait entre ce tableau et les tableaux que j'aime, que j'ai toujours aimés, qui sont les tableaux du XVIIIe siècle français, en particulier les tableaux de Watteau. En fait, un peu, peut-être, on peut dire référencier avec la photo d'Araki, Nobuyoshi Araki, parce que son photo, elle est souvent les bondage, mais en même temps que ça crée une explosion de érotisme avec l'attachement avec les cordons, des choses comme ça, qui vient de notre tradition. Ça peut traduire entre le monde olivier et les cordons japonais. Pour moi, la première chose, c'est que j'ai toujours rêvé d'avoir une toile de Mark Molck chez moi. En fait, j'aurais toujours voulu avoir la toile de David Kelly. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais bon, voilà, j'ai pas les moyens, c'est trop cher Mark Molck pour moi. Alors je me suis dit, la bonne occasion, il est aux enchères, celui-là me plaît, il me plaît parce que c'est un tableau sur les femmes. C'est un tableau voilà, où cette femme, elle est dans une pose à la fois extrêmement décontractée, puis en même temps tout à fait, elle est enfermée, quoi. Elle a la capacité de bouger parce qu'elle a ses fils barbelés autour de son corps et qu'elle est enchaînée d'une certaine façon. Donc j'aimais bien cette représentation de la femme parce que je me suis identifiée aussi à elle, à cette femme, donc pour des raisons diverses, mais je ne vais peut-être pas développer. Voilà, donc le tableau m'a plu. J'ai bien aimé aussi l'ambiance, l'univers. Donc c'est moi la première qui est renchérie dessus. J'étais la première à voir le mail. C'était tard un soir. J'ai vu ce mail, je me suis dit tiens, je vais sauter sur l'occasion. C'est vrai qu'on voulait être les premiers, hein, c'était ça aussi qui nous intéressait. Bon, moi je me rappelle d'autres performances, donc en voyant ce tableau, c'est toutes les autres performances qui me sont venues à l'esprit, et pour moi c'était forcément une performance, ça pouvait pas être seulement une vente, quoi. Voilà. J'ai enchéri tout simplement parce que j'avais peur que tu te retrouves sans c'est par charité, c'est par charité. Il aurait été quand même un petit peu infamant Bon, je ne cache pas avoir espéré faire des bonnes affaires au début, parce que je me disais peut-être qu'on va enchérir jusqu'à 10, 15, 20 euros. Voilà. Assez vite, j'étais obligé de mettre des sommes correspondant à presque mon découvert, puis après presque mon salaire, donc je me suis arrêté. Mais j'ai enchéri tout simplement parce que j'avais le désir d'avoir ce tableau. Donc voilà, j'ai enchéri parce que j'adore ce tableau, et en un sens, je suis relativement indifférent au fait que ce soit toi qui l'aies fait, au sens où voilà, les affects qui m'ont traversé et qui m'ont rendu follement amoureux de ce tableau sont des affects qui au fond se détachent de toi. C'est une expérience que j'ai faite, et j'aurais bien aimé refaire cette expérience régulièrement dans mon salon, mais encore une fois, voilà. Et donc j'ai vu cet acheteur qui disait « Cette toile, je veux absolument la voir, je la veux, mais je pense que vous avez manigancé un coup avec votre galeriste, etc. » Et à ce moment-là, l'œuvre était montée à 1000 €. Et j'ai tapé 1030, ce qui était un peu inconscient parce que si j'avais remporté l'enchère, j'aurais eu un peu de mal à vous les donner. Je pense que j'aurais négocié avec vous pour faire 3 chèques ou 5 chèques, je sais pas, parce que j'ai pas 1000 € sur mon compte en ce moment. Mais enfin en même temps, j'aurais sûrement été très heureux de l'avoir parce que c'est une toile qui m'intéressait. Et puis, alors voilà, l'autre chose aussi que je dois vous dire, c'est que donc je m'intéresse un peu à l'art contemporain, bien que ce soit pas forcément ma spécialité, mais voilà, je me souvenais d'avoir vu, donc j'ai été voir quand même sur internet tout simplement ce que vous faisiez, et je me suis souvenu d'avoir vu reproduit, je pense dans Beaux-Arts Magazine
votre tableau avec un portrait de Sarkozy, c'est possible? Mais on était sur eBay par opportunisme, on n'était pas sur eBay pour faire une vente de four à micro-ondes. On fantasme tous sur l'idée qu'on va pouvoir, enfin si on a envie de ce tableau, si on voit ce tableau, si ce tableau nous excite et qu'on a envie de l'avoir chez soi, l'idée qu'en plus on pourrait l'avoir pour une somme pathétique, quelle que soit la radinerie de chaque individu, bah, c'est une forme d'excitation supplémentaire. Enfin, je veux dire, l'excitation du petit chenapan qui fait une formidable affaire. On se sent un peu voleur, c'est ça qui est excitant. On se dit, voilà, je vais avoir ce tableau qu'on trouve excellent, et en plus pour une bouchée de pain, ça excite. Et une fois qu'on est dans l'excitation de l'achat, ben voilà, après, vous voyez, tu sais, c'est un petit peu comme, je sais pas, quoi, comme les soldes. Donc commencer à 1 euro, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas le prix qu'on avance, c'est le processus. Donc c'est une performance. Ça, je trouve assez intéressant. Donc je suis rentré dans le système des enchères à minuit avec 666 €, puisque ce tableau me paraissait représenter la grande prostituée. Non, bah, tout le monde connaît la grande prostituée sur la bête, le chiffre de la bête. Donc à minuit, 666 €, c'était mon entrée en scène. Je trouvais ça rigolo. Je l'aurais acheté à ce prix-là, évidemment, mais je l'aurais aussi acheté plus cher. En l'occurrence, il y a eu des enchérissements immédiats qui m'ont encouragé à poursuivre. Donc j'ai poursuivi à 9 h avec 999 €. Et là, il m'a apparu très vite que je n'aurais pas le tableau à ce prix-là. Parce qu'il y a un effet comme ça il y a un effet de motivation. Hein. On se rend compte quand on est plusieurs. Là, il y avait 11 enchérisseurs, donc c'est quand même beaucoup. 13 au final. 13 au final. La performance, j'étais très sensible à la performance que vous faisiez en mettant le tableau sur eBay. Peut-être que dans une galerie, j'aurais pas du tout eu ce rapport où j'aurais été jusqu'à enchérir. Enfin, il n'y a pas d'enchère dans une galerie, mais j'aurais peut-être même pas demandé le prix, disons. Il y a quand même une sorte d'aura christique aussi qui, quoi qu'on pense, et quelle qu'en soit notre culture et notre éducation, se dégage du tableau. Et je trouve que ça a démultiplié sa force. Je dois dire d'ailleurs qu'au niveau de sa thématique, c'est pas le tableau de vous que je préfère. Enfin, il m'intéresse, mais si j'avais eu à choisir, si j'étais venu dans votre atelier pour choisir une toile pour l'acheter, je pense pas que j'aurais choisi celle-ci avec cette femme aux jambes écartées. Vous faites un lien avec l'origine du monde. Ça me touche pas personnellement, disons. L'érotisme de la toile, disons, ne me touche pas personnellement. D'accord. Pour différentes raisons. Peut-être parce que je suis plutôt gay que hétéro. Et je pense qu'il y a une charge quand même érotique dans le tableau qui est manifeste. Ça serait d'ailleurs intéressant de savoir, mais vous les interrogerez, l'acquéreur, est-ce qu'il était intéressé par la dimension Non, moi c'était plutôt effectivement la peinture, quoi, en tant que peinture qui m'intéressait bien. Cette sensualité que tu as voulu, ou en tout cas que j'ai interprétée comme étant pas si accessoire que ça, qui est une forme de cri pour moi, mais pas sans... Enfin, un cri pudique au fond. Non, il n'y a pas de charge érotique. Elle est annulée d'abord par la manière d'être peinte, par la surenchère des symboles soi-disant désirables, comme par exemple la robe rose qui est sur le sol, etc. Et un espèce de foisonnement forestier qui place l'objet dans un contexte non civilisé. Elle n'est pas dans un lit, elle est dans une forêt. Alors il y avait une charge érotique dans le tableau, mais où la part de, comment dire, de vertige mélancolique était telle que c'était pas, le tableau n'est pas venu à moi comme un tableau excitant, tu vois. C'est-à-dire que le tableau était pas, je l'ai pas vu comme un tableau, pour être trivial, je l'ai pas vu comme un tableau bandant, quoi. Parce que j'ai été trop bouleversé par l'histoire que j'ai construite avec ce tableau. Où la part d'érotisme était évidemment tellement profondément cérébrale d'emblée que du coup le tableau en était moins directement et moins frontalement excitant, quoi. Et c'est ce que je dis dans le texte. Avant de voir la femme, j'ai vu la forêt derrière. C'est-à-dire que j'ai été accroché par la forêt plus que par la femme. Tu remarqueras d'ailleurs que c'est le même type de pathologie que j'ai avec les tableaux de Watteau ou avec un de mes autres grands peintres préférés qui est Piero della Francesca, où je mets beaucoup de temps à m'intéresser à ce qu'il y a au premier plan, quoi. Ce que j'aime dans les tableaux, c'est ce qu'il y a derrière, quoi. Je ne sais pas si un tableau est érotique. Un tableau, c'est une peinture. Et Matisse le disait très bien, quand je fais un nu, je ne peins pas une femme, je fais une peinture.
Je pense que cette toile, comme je te l'ai dit, n'a rien d'indécent, n'a rien de salissant. Au contraire, je trouve qu'elle, c'est comme les origines du monde de Courbet. Enfin, je veux dire, revue je veux dire, la femme ouverte, la femme généreuse, la femme alanguie n'a rien d'indécent. Enfin, au contraire, son rayon illumine n'importe quel salon, quoi. Pour moi, la suspicion est possible dans n'importe quelle vente aux enchères. Tu peux penser que dans n'importe quelle vente aux enchères, il y a des gens qui font monter les enchères. Volontairement et au profit du vendeur. Moi, je ne pensais pas du tout manipuler. C'était surtout comme je connais la structure de la vente aux enchères, l'actualité de l'art contemporain. J'ai trouvé ça, c'était contraire, c'était très brut. Moi, je sentais que c'était, ça m'a donné l'impression que c'était vraiment, rien n'est préparé, c'était brut. Tu t'es mis au bout de falaise. C'était surtout, j'ai trouvé ça très courageux de faire. Et ça, c'est un peu comme quand on fait la guerre, on dit une stratégie guérilla. Oui. C'est un peu ça. Beaucoup de gens à qui j'ai parlé de ça m'ont dit c'est Molk qui du début à la fin enchérit, puisque si le montant est trop bas, il doit avoir un partenaire qui triche et qui augmente. Moi, bêtement, comme toujours assez naïf, je n'ai pas imaginé une seconde qu'il y avait quelque chose comme une espèce de combine derrière. J'ai toujours imaginé que tu le faisais avec cette espèce de panache, parfois un peu con, il faut le dire, mais enfin de panache qui te caractérise. Donc voilà. Mais il est vrai qu'à peu près tous les gens autour de moi, sauf ma femme, mais bon, c'est ton ami aussi, voilà. Mais à part ça, les gens autour de moi imaginent tous que de toute façon, si ça avait dû rester à 15 €, tu serais venu et tu aurais demandé à quelqu'un, ou tu aurais payé quelqu'un pour que tu ne sois pas humilié en ayant un tableau valant 15 €. J'aurais trouvé ça très beau, mais bon... Oui, en plus, je pense que par ailleurs, ton masochisme, dont j'ai essayé de traduire quelques éléments dans mon texte, ton masochisme aurait rendu peut-être heureux de ça, mais voilà, donc non seulement la personne qui à la fin l'a emporté m'a fait du mal en me privant de ce tableau, mais elle t'a fait du mal en te privant de cette jouissance d'avoir un tableau à 15 € pour l'éternité. Quand j'ai découvert que tu n'avais pas du tout cherché à soutenir ta vente toi-même, quand j'ai compris que tu n'avais prévenu aucun de tes amis ou personne dans ton entourage pour soutenir la vente, j'ai trouvé que c'était un acte de guerrier offensif et fou. J'avoue qu'on est toujours un peu sceptique d'abord sur les conditions parce qu'elles semblent parfois opaques, et donc je me suis dit que il y avait des déclenchements qui ne me permettaient pas d'enchérir comme je le souhaitais, qu'au fond on n'a aucune chance quand on vient de l'extérieur. Ça, j'ai pas compris tout de suite parce que justement, eBay incrémentant par 10 €, si on enchérit immédiatement de 200 €, ça ne sera pas visible. Et j'ai trouvé d'ailleurs que c'était une perte de temps et un abus des autres enchérisseurs. Quand j'ai vu les autres enchérisseurs intervenir, après les prix que j'avais posés, ce qui m'a gêné, c'est que ces gens qui participaient sincèrement pour acheter le tableau étaient trompés par eBay. Ils enchérissaient à partir du prix indiqué par eBay, qui était déjà en dessous du maximum que j'avais posé. Ça m'a embêté de voir qu'il y a 3 ou 4 personnes qui allaient concurrencer le prix que j'avais donné, sans savoir qu'ils étaient en dessous. Je trouve que c'est déloyal pour eux. On leur fait perdre du temps, on leur demande d'enchérir 5 ou 10 fois avant de monter les 100 €. Ma première réaction, c'est de me dire au secours, il y a un surenchérisseur qui surenchérit tout de suite après moi. Donc là, je me suis dit, c'est mal parti. J'avais choisi pour stratégie et pour principe, chaque fois que je passais devant mon ordinateur, de doubler l'enchère qui s'affichait. Et je n'ai pas compris tout de suite que la somme affichée ne se doublait pas immédiatement, mais que mon enchère était prise pour un plafond. J'ai compris ça un peu tard, ce qui fait que quand on est à 800, on ne peut pas passer directement à 1600. Il fallait vraiment, je pense, entraîner les enchères par un principe en tout cas de doublage. Et puis après, je suis parti en voyage, j'ai quitté mon ordinateur, j'ai quitté l'enchère, c'était terminé. Dans ce cas, c'est véritablement un obstacle que l'enchère réelle ne soit pas affichée, mais qu'il y ait des paliers d'augmentation. Enfin, ça ne correspond pas à l'objet vendu, ça ne correspondait pas en l'occurrence à ton action non plus, ou à la mienne, qui était simplement de soutenir. Je voulais que pendant quelques heures ou quelques jours, systématiquement, le chiffre qui avait été donné par quelqu'un soit doublé par moi. Voilà.
Ça, c'est un mécanisme de frein, je pense, qui a dû être décidé pour que eBay ne concurrence pas les salles des ventes aux enchères et que finalement, une enchère sur eBay ne puisse pas atteindre 15 ou 25 000 euros. Difficilement. Ce n'est pas un outil pour des prix très élevés. Ce qui convenait dans notre cas de figure, mais la lenteur de l'enchérissement demandait d'y passer la journée. C'était un frein. Un tableau, quand on le voit sur Internet, on ne le voit pas. Il aurait fallu le voir de visu. Mais moi, j'ai quand même pensé que, bon, il y avait une idée derrière tout ça, quoi. Voilà. C'était pas seulement pour vendre un tableau, que c'était pas le but. Ah non, non. C'était pas un acte commercial, mais qui avait quelque chose d'intéressant, quoi. C'est le truc classique qu'on raconte sur le désir, à savoir qu'en réalité, il y a très peu de désir pour quelqu'un. En réalité, on désire ce que l'on voit l'autre désirer. C'est-à-dire que le désir est toujours une espèce comme ça de truc où la figure centrale est la partie cachée, quoi, le tiers, c'est-à-dire celui que d'ailleurs tu oublies un quart d'heure après. Enfin, je sais pas, la fille que tu vas remarquer, c'est pas nécessairement celle que tu trouves la plus jolie, c'est celle que tu vois les autres trouver jolie, il y a comme ça une espèce de pulsion de kidnapper, de dérober, d'attraper ce qui est la convoitise de l'autre. Il n'y a pas de désir direct, mais ils ne sont pas tous transitifs. C'est-à-dire qu'il y a des désirs qui sont des désirs de fiction. Le désir, c'est une histoire, c'est-à-dire qu'on invente une histoire. Le désir transitif, bah, c'est l'histoire de l'autre. C'est-à-dire que tu vois l'histoire de l'autre qui va commencer et tu l'empêches. C'est-à-dire tu fais le coucou. Hein, les histoires intéressantes, c'est... Les histoires de cocuage, c'est pas mal, c'est relativement intéressant, mais les histoires de coucouage, c'est encore plus intéressant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est du récit, le désir. Et c'est la couche de la langue, c'est la couche du récit, c'est la couche de l'imaginaire aussi. Et puis, au-delà, la couche du symbolique. Enfin, tout ça, tous ces éléments de reconstruction et d'invention, et de déconstruction aussi, tous ces éléments-là, ils fonctionnent dans la relation à l'œuvre, ils fonctionnent dans la relation aux personnes. Et il y a toujours médiation, évidemment. J'ai des amis qui ont enchéri avec des pseudos lisibles, qui voulaient la toile, à leur pseudo, je connaissais leur nom. Et puis toi, tu as enchéri avec un pseudo illisible et tu m'as adressé 2 messages auxquels j'ai répondu sans savoir que c'était toi. Alors pourquoi est-ce que tu n'as pas enchéri en disant bon, Julie, alors pour le jeu, c'était déjà on se connaissait, donc moi aussi je suis très joueuse. Je savais, j'ai lu quand même tes livres et je connais ta façon de penser et je me suis dit que c'était de toute façon plus rigolo que je sois dans l'anonymat. Je voulais pas non plus te faire croire que j'étais une belle inconnue que tu allais rencontrer. Mais je préférais... Oui, enfin, en plus, j'avais pas envie qu'une amie s'intéresse à... En plus, je t'ai jamais... Enfin, si, je t'ai déjà exprimé que je m'intéressais beaucoup à ton travail. Je crois que je t'ai jamais dit que je voulais t'acheter une toile. Mais là, participer à une enchère, c'était mieux de le faire à la limite plus modestement dans l'anonymat, au-delà du jeu, qui était réel aussi. C'était un mélange. D'accord. Est-ce que tu es curieux des autres enchérisseurs? Est-ce que tu t'es senti participer à la performance? Est-ce que ça a créé en toi un sentiment de petite communauté éphémère? Non. Absolument pas. Participation à une performance, oui, mais je dirais pas une communauté parce que ce sont des anonymes qu'on a autour de nous. On participe davantage à un processus. La communauté, il faudrait, pour ça, à la limite, se retrouver dans un système plus traditionnel de vente aux enchères où on connaît les autres enchérisseurs sur la planète et on sait qu'un tel a tant de millions sur son compte, donc il peut aller, voilà. Donc là, on participe à une communauté, c'est ce que font typiquement les gens riches pour se juger les uns les autres. Dans notre cas, plus modestement, on était anonyme, donc on se confrontait davantage à la toile. Je dirais que le miroir, c'était le tableau. Communauté, oui, solidarité, absolument pas. Parce que vraiment, j'étais hyper stressée. Parce que je le voulais, quoi. Enfin, tu sais, c'est compulsif. Hein. Mais la communauté, oui, parce que je me suis dit, c'est quand même... je trouvais ça génial. Je me suis dit pour toi qu'au fond, tout d'un coup, à un moment donné, tant de personnes voulaient te posséder. J'aurais volontiers dégagé un mur pour mettre votre toile à la place. Ça ne veut pas dire grand-chose pour moi le mot vulgarité, ça aurait été plutôt une... Oui, mais
c'est ce qui fait la qualité de la toile. Enfin, ça ne m'a pas dérangé, cette dimension vulgaire. Il y a effectivement un côté un peu vulgaire, peut-être, oui, je sais pas. Mais, et relativement... Qu'est-ce que ça veut dire, vulgaire? Oh, je sais pas, moi, de toute façon, j'arrive même pas à saisir ce que c'est. Mais... Donc, c'est le savant dosage entre le raffinement et la vulgarité qui serait intéressant à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est à la fois très raffiné, je pense. C'est vraiment peint, on voit qu'il y a vraiment de la peinture. Et puis, il y a effectivement un côté trash dans le sujet, et puis un côté un peu blasphématoire avec la couronne d'épines. Le côté blasphématoire, par exemple, est-ce qu'il vous a touché ou pas du tout? Est-ce que c'est pour vous quelque chose de complètement fatigué ou en même temps, c'était dans mon esprit pas blasphématoire, mais non, mais disons que ça titille quelque chose du côté du religieux. Je pense qu'il y a le fatigué un peu, mais vous l'avez renouvelé de façon satisfaisante. Non, ça me... Non, je n'arriverai pas à dire du mal de ce tableau, par exemple. En même temps, je dis des choses un peu contradictoires. En même temps, c'est peut-être pas le tableau de vous, dans l'absolu, le tableau que je préfère, mais je ne peux rien lui reprocher. Enfin, il me semble assez réussi en quelque sorte. La couronne d'épines, je l'ai vraiment vue d'emblée comme ce que je dis dans le texte, c'est-à-dire comme une espèce de, comme un nœud, quoi, avec des choses qui serrent la peau, des choses qui piquent. J'ai vraiment vu la dimension sadomasochiste de la couronne d'épines, et j'ai fait l'impasse la plus radicale et la plus absolue, selon une manière qui est malheureusement assez fréquente, sur les enjeux théologiques. Je pense que ce que j'ai vu de ce tableau, c'est que, et par son thème, par son sujet, enfin, et comme par sa facture, sa réalisation, c'est un tableau paradoxal qui s'organise autour d'une faille, qui s'organise autour d'une refente et qui est plein de contradictions et de fêlures, de coulures et de paradoxes. Si je prends tout en compte, je dirais que c'est un prix qui ne me surprend pas. Mais je vais casser ce que je viens de dire. La toile se serait vendue 10 000 €, je n'aurais pas été surpris non plus. Et elle lui dit, I don't want to hear about all that crap. What I want to know is how much all this will be worth in 20 years' time. Et là, il lui dit, I see. Et puis elle lui fait, I'm a serious collector. Elle fait, yes, come with me downstairs. Et il l'emmène voir des nanars incroyables qu'elle achète. Bon, est-ce qu'effectivement on va avoir une approche pour l'art? C'est-à-dire qu'il va être, alors, autant que faire se peut, mais non spéculative, personnelle, dépouillée des oripeaux du marketing ou de la communication, qui souvent aussi, pour l'acheteur lui-même, le glorifient ou font du bien à son amour-propre, pour finalement l'intimité de l'œuvre qui peut-être ne provoquera pas une gloire ou une reconnaissance sociale, ou du moins immédiate, mais qui va donner une joie ou un plaisir profond mais personnel. N'achetez pas nécessairement cher, mais achetez juste. Il faut acheter au bon endroit. Il faut acheter dans un bon processus. Il y a plein de mauvaises raisons d'acheter, il y a plein de bonnes raisons d'acheter. Les bonnes raisons me semblent être celles dont on comprend le mécanisme et dont on participe volontairement du système. Les mauvaises raisons, ce sont celles qui nous dominent. Ce sont celles qui nous mettent donc en situation de clients passifs, impressionnés par un article, un oui-dire, une rumeur, autant de choses qu'on ne contrôle pas. Le désir est fictionnel au sens où le désir carbure à l'histoire, le désir carbure au récit, le désir carbure à la langue. Et est-ce que ça n'est pas une interprétation noble de quelque chose qu'on pourrait voir comme un effet un peu panurgique, mimétique à la René Girard, enfin un truc finalement, on pourrait aussi voir ce phénomène de façon désespérée et se dire finalement nous sommes nous fonctionnons en troupeau, non? Ça peut être vrai pour le désir qu'on appelait transitif, c'est-à-dire le désir pour le coup mimétique. Oui, en effet, le fait que si le désir se réduit à je désire l'objet convoité par l'autre, oui, en effet. Mais c'est d'ailleurs pas plus triste que ça. Enfin, là-dessus, il faut être spinoziste, c'est-à-dire qu'il faut connaître les déterminations. Il n'y a pas à s'effrayer des déterminations, il y a à s'effrayer de les ignorer. Bon, quand on connaît les déterminations, elles sont présentes, on fait avec, on construit notre vie avec, c'est ça, être vraiment libre. Mais en l'espèce, par rapport à ton tableau, pour revenir à ton tableau, je pense que, je ne peux pas parler pour les autres, j'en sais rien, mais pour moi, il y a une vraie combinaison des deux choses, c'est-à-dire qu'il y a l'excitation de voler à autrui ce tableau,
Et le voler même au marché. Hein, les 15 euros, si le tableau avait valu 15 euros ou 18 euros ou 3 euros, ou même 100 euros ou même 200, on s'en moque. Il y a une somme à l'arrivée dérisoire. Si ça avait valu ça, c'était au marché que je le volais. Je volais comme ça ce fragment de la beauté du monde au marché de l'art. C'est le pied, quoi. Donc il y a ça, il y a le côté... mais tu vois, là, ce que je dis, c'est déjà du récit, parce que le marché, c'est du récit. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce tableau? C'est les épines. Les épines t'ont plu? Et ça ne t'a pas fait peur? Tu ne pensais pas que ça allait piquer ou... Non, ça t'a plu? Douce. Ah, tu trouvais que les épines étaient douces. En fait, à l'origine de ces performances, il y avait la volonté de montrer de façon différente mes toiles et d'articuler aussi des pratiques d'art contemporain, entre autres la pratique de la performance, à de la peinture pure et dure, pour montrer que ça n'était pas incompatible. Mais à un moment, je me suis dit que c'est l'originalité des conditions de visibilité de ma peinture, finalement, rendait ma peinture invisible. Donc toi, tu fais une opposition entre marketing et peinture, la communication jouant le rôle d'un écran. Art en général, mais la peinture, je pense, est effectivement encore plus concernée. Parce que la peinture est, je pense, un des médiums les plus difficiles à pénétrer dans n'importe quelle période de l'art. Donc si effectivement, je pense qu'un marketing important, si on ne voit plus que lui, joue vraiment au détriment de la compréhension, simplement du face-à-face avec l'œuvre. Oui, tout à fait. Je pense que la peinture est encore plus exigeante. Donc je pense qu'elle est, finalement, elle est encore plus invisibilisée, comme tu dis, ou incomprise à cause de cela. Même la pauvreté du logiciel participe de cette mise en retrait du côté spectaculaire, qui est aussi financier dans l'art contemporain. Donc là, on avait un décor volontairement nu, où la nudité du décor mettait plutôt en valeur la toile, pour son sujet. Il n'est pas évident qu'un paysage, par exemple, aurait attiré le même engouement, alors qu'un paysage à la FIAC va se vendre très vite. Parce qu'un paysage ne fait plus performance. Pour qu'il y ait performance, il faut qu'il y ait un combat de symboles, il faut qu'il y ait un sens en construction. Après cette performance, je me demande en fait si une peinture qui se retire de la visibilité, un peu comme l'origine du monde chez Lacan, qui ne montrait qu'à des personnes très choisies, n'avait pas finalement plus de chances d'atteindre à une mythologie qu'une peinture qui était servie comme la mienne par des performances qui lui donnaient une visibilité presque agressive. Et donc voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas, finalement, après toutes ces performances, puisque là il y en a quand même 6, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de rentrer dans une dynamique du retrait? Non. Ce qui peut décevoir pour moi, c'est très simple. C'est l'art a des liens difficiles, à la fois très riches, à tous les sens du terme, mais très difficiles avec l'argent. Une performance qui est liée à une vente, comme c'est le cas là, à mon avis, effectivement, ça va au détriment de la compréhension et de la reconnaissance de l'œuvre qui est présentée, de mon point de vue. Une performance qui n'est pas liée à de l'argent ou à une vente, et tu sais qu'il peut y en avoir, de la performance, des performances comme tu as pu faire, par exemple, devant Downing Street, devant l'Assemblée nationale, si je ne m'abuse, bon, etc. Là, de mon point de vue, ça ne nuit pas à l'œuvre. Enfin, Pour toi, c'est le contexte commercial qui est dangereux, en fait. Ben, c'est-à-dire que j'ai un biais, en fait. C'est-à-dire que j'ai participé, pour des raisons de nouveauté et d'actualité, à ta vente aux enchères sur Internet. Mais ça m'a renforcé dans l'opinion que je ne mettrai toujours pas les pieds dans une maison de vente aux enchères, parce que c'est pour moi ça passe la limite supportable de l'aspect commercial et social, puisqu'une vente aux enchères c'est social, au fond, commercial et social de l'art. En fait, c'est à toi de placer le curseur, c'est-à-dire de dire il ne faut pas que la performance, trouver un équilibre entre la performance et le tableau. Moi je pense que c'est bien parce que ça permet de marquer les esprits, ça permet de dire voilà, j'ai un truc à vous montrer et regardez-le, quoi. Voilà, ça permet de mobiliser les gens. Moi je me souviens plus des tableaux que finalement des performances. Enfin, tu vois, c'est plus ça qui m'intéresse. Après, ça dépend peut-être des personnes, des publics. Savoir peut-être il y a des gens qui sont plus intéressés par les toiles, d'autres par les performances. Mais
Je pense pas que ça parasite, je pense que c'est un outil, on peut s'en servir pour valoriser, il faut pas que ça devienne un but en soi, bien sûr, mais je pense que c'est valorisant et c'est utile pour l'œuvre, en fait. Je pense que c'est utile pour l'œuvre, et pour moi, dans toutes les performances que tu as fait, justement, c'était des performances qui arrivaient à servir le propos du tableau, et c'est ça qui compte. Je pense pas que ce soit des buts en soi, je ne le perçois pas comme ça. Oui, moi je savais combien je pouvais mettre. Par rapport à un prix, on va dire, standard de peintre de ton âge et de ce format de tableau, c'est sûr qu'on a été très loin, puisque ce type de tableau se vend facilement 8 000 € en galerie. Mais ce n'était pas la question. D'abord parce qu'on était sur eBay. Pas cher en tout cas, parce que hier je me suis intéressé à la FIAC, à des objets d'une très jeune débutante qui est sortie d'une école d'art en 2007 et qui a fait quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, des petites perceuses. C'est une galerie belge qui présente ça, c'est des petites perceuses couvertes de paillettes. C'est très joli, enfin, elle a féminisé avec ses paillettes miroitantes de couleurs, des objets très virils, du travail, etc. Et elle les vendait, j'ai demandé le prix, je crois, 3 000 € ou 2 500 € pièce, ce qui m'a paru assez extravagant, d'autant plus que c'était mal fichu, les paillettes commençaient déjà à se décoller. Je prends en considération votre performance qui n'a pas de prix, qui est là, ce que vous êtes en train de faire maintenant avec la caméra et puis ce qui s'est passé sur eBay. Et bon, une réponse que j'ai pas faite tout à l'heure mais que j'aurais sans doute pu faire ou dû faire, c'est que si j'ai enchéri, c'était aussi pour rentrer dans votre performance. Enfin, il y avait un désir, tout simplement, je trouvais le geste extrêmement intéressant et je me suis dit, après tout, il faut que j'y sois. Et quand vous m'avez téléphoné ou envoyé un mail pour me proposer justement cet entretien, ça m'a paru complètement logique. Je me suis dit, après tout, bien sûr, c'est comme si je vous avais fait un petit appel par rapport à ça. Enfin, je n'imaginais pas que vous alliez me contacter pour faire un film, ça je ne peux pas le deviner. Mais disons que ça m'a fait plaisir de laisser mon nom sur la liste des enchérisseurs. En même temps, pour un tableau de cette dimension-là, c'est très peu cher. Et j'aurais imaginé qu'une vente aux enchères le ferait monter effectivement plus haut, mais n'oublions pas une chose, c'est une vente aux enchères sur eBay. Et je pense que la période où l'art se définissait par un prix fort est révolue. Pas simplement à cause de la crise, mais je dirais parce que les artistes qui devaient avoir du succès dans ce système l'ont déjà eu. Jeff Koons, Damien Hirst, les deux noms qui font l'actualité aujourd'hui, sont des artistes dont le travail, la reconnaissance, dont la performance a été construite par le chiffre. Eh bien, une autre histoire, une autre période de l'histoire permettra à des œuvres de se construire autrement. Je me demandais évidemment comment vous le viviez, c'est-à-dire est-ce que vraiment vous avez l'impression que c'est une mesure, un étalon de mesure qui vous fixe là et que ça peut être handicapant pour la suite en vous, bon ben je ne vaux que 1 310 € pour une très grande toile, ou est-ce que après tout c'est un geste et que ça ne tire pas conséquence? Enfin, je vous réponds par une question, je sais pas comment répondre autrement. La diffusion est moins évidente, moins immédiate que voilà, exposer ou qu'on parle de ton tableau. Là c'est évidemment un petit peu restreint, c'est à qui tu envoies l'information, qui la répercute, donc c'est tout à fait autre chose. Donc à l'arrivée, le prix du tableau me semble modeste en soi, enfin, d'après ce que je peux comprendre du marché de l'art. Donc au total, celui qui a gagné a fait une bonne affaire. En fait, l'idée à l'origine, c'était d'assimiler la performance à du courage, et le courage, c'était de mettre en jeu un peu à la roulette russe sa cote en fait, et puis avec le risque que ça se vende à 50 €. Enfin, ouais. moi j'ai eu peur que ça se vende. À un moment, je me suis dit bon. Ça va partir à 80 €. Bon, après, ça aurait été très dandy, tu vois, très classe, mais bon, ça m'aurait fait bizarre quand même. Voilà, il y a cette distance de l'argent qui fait que, voilà, c'est pas forcément des choses qui font bon ménage. L'art démocratisé et l'argent, pour moi, un tableau, ça n'a pas de prix, quoi. C'est-à-dire que c'est celui qui le voit qui lui donnera un prix, et finalement, comme il y a autant de subjectivité que de gens, eh bien, chacun décidera de lui donner son prix, quoi. Et le prix, c'est quelque chose de très arbitraire, et peut-être qu'il y a des choses pour moi qui valent pas le coup voilà, une toile qui coûte 2 millions d'euros, peut-être que pour moi ça le vaudrait pas, peut-être certainement pour des gens très autorisés ça le vaudra, mais en ce qui me concerne, c'est pas une référence, quoi. 1 310 €, c'est quand même une somme qui permet de payer son loyer, et qui permet... Non, mais c'est vrai, le SMIC c'est 1 000 €. Donc on peut pas comparer parce que oui, voilà, comme tu dis, c'est difficile de mettre un prix sur des œuvres d'art.
Mais bon, il y a eu un travail derrière, donc je pense que ça rémunère aussi le travail. Pour moi, c'est toujours important que le travail soit rémunéré. Et après, cette cote autour du prix peut changer s'il y a plus de gens qui participent à l'enchère. S'il y avait eu 2 fois plus de personnes, peut-être que le prix aurait pu monter. Donc peut-être que là, le challenge, c'est de faire des enchères encore plus importantes, encore plus médiatiques, et trouver des idées pour que les gens participent davantage encore. Comme tu n'as pas mis de prix de réserve, comme tu dis qu'il n'y a pas de prix de réserve, tu prends un risque et du coup, les acteurs étant au fond beaucoup moins risk-takers dans la vie réelle que dans la publicité, du coup ils imaginent que ceux qui sont vraiment risk-takers sont en réalité des faux preneurs de risques, qu'en réalité ils manipulent les choses, quoi. Alors qu'en réalité non, tout simplement tu as voulu faire ton malin. Quand on connaît ton travail, on devine bien la qualité, enfin en tout cas la qualité, on devine bien le travail, donc pour moi ça n'avait pas d'importance. Quand on ne connaît pas ton travail, je trouve que c'est compliqué quand même de vendre. Solal, t'es d'accord pour qu'on lui dise de lever la caméra? Vas-y. C'est nous, on a gagné. À la fin, j'aurais probablement enchéri encore de 50 ou 100 €, parce que c'était vraiment le maximum que je pouvais donner. Il se trouve que j'ai pas pu suivre jusqu'au bout les enchères, parce que j'étais occupé à partir de 19h. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a quelqu'un qui a joué le jeu et qui a enchéri de 10 € sur le prix réel. Donc cette personne a gagné. C'est assez frustrant, parce qu'on se dit, bon, pour 10 € le tableau m'échappe. Alors, vu sous cet angle, on se dit, bon, on a perdu le tableau pour 10 €. Bon, c'est pas entièrement vrai. Là où c'est satisfaisant, c'est que finalement, le tableau qu'on aimait est vendu à un prix qu'on aimait, et dans un processus qu'on trouve valorisant. Et donc finalement, on se dit, ben voilà, le tableau existe. Il a été créé, un prix modeste, mais un prix réel. J'avoue que j'aurais bien aimé, si je l'avais obtenu, j'aurais bien aimé le mettre chez moi précisément et recevoir des réactions, des gens qui me diraient mais c'est quoi, comment tu as eu ça? M'accaparer ce morceau d'histoire de votre performance, de votre intervention dans votre façon de le vendre, etc. aurait sûrement attiré la curiosité. C'est-à-dire que ça aurait été pas seulement la toile, mais ça aurait été la toile plus la manière de l'acquérir. Donc c'est un peu ridicule d'acheter de la peinture pour obtenir une réaction de ses amis, mais pourquoi pas du coup. Oui. Il y a la pièce de Yasmina Reza un peu sur ce principe qui lie l'art et l'amitié. Vous pensez que vous pourriez vous disputer avec vos amis sur une question de goût? Oui, je pense, oui, bien sûr. Dans ce qui est génial dans ta performance, en tout cas pour les pauvres comme moi, c'est que c'était particulièrement... c'est qu'au fond, 1 300 €, je ne sais pas si toi t'espérais... avoir 8000, ce que tu vaux, hein. Moi en tout cas j'espérais pas du tout avoir à 1 300 €, parce que d'abord je connais le prix de tes toiles, donc si tu veux, quand à 20h pile la cloche a sonné, j'en revenais pas. Je me suis amusé de bout en bout en fait. Maintenant, encore une fois, il y avait des résonances avec la vente de Hearst et effectivement la polémique dans le milieu de l'art. Je ne suis pas allé au-delà. On rentre dans la performance si on est touché par l'organisation, par les effets de cette performance. Donc, ce n'est pas des freins, c'est une sélection. Tout le monde ne pouvait pas y aller, mais ceux qui pouvaient y aller y ont été. Je suis fan de ce qu'il fait, Marc Mollequet. Pris le risque, si vous voulez, de l'acquérir, et puis peut-être de ne pas l'aimer après, mais ça m'amusait suffisamment pour passer à l'acte sans le voir en vrai. Donc il y a le mimétisme, c'est une chose, mais il y a aussi l'invention. Et évidemment, ce qui est excitant, c'est la combinaison des deux, parce que, je sais pas, si tu désires quelque chose et que tu fais un récit, et que le récit finit par t'exciter, et que tu as l'amour de ce récit, et que tu es pris dans ce récit, ça peut te manquer le mimétisme. Je sais pas, il y a sûrement des histoires d'amour qui s'arrêtent comme ça pour des raisons atroces, au sens où, je sais pas, tel type est follement amoureux d'une femme, il a construit une histoire qui est la plus belle des histoires du monde avec cette femme, et cette femme, les autres l'aiment pas, quoi. Je sais pas, par exemple, cette femme, les autres la trouvent moche, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer véritablement qu'un type est capable vraiment de résister comme ça à ce qui est l'appréciation de ses amis? C'est tragique.
Si c'est vrai, c'est tragique. J'espère que c'est pas vrai. J'espère que ça n'arrive pas. Mais j'ai peur que ça arrive de temps en temps. Oui, enfin, le sexe, la douleur, l'érotisme, la mort, le nu, le corps nu et la souffrance. Vous avez 5 anciens messages. Aujourd'hui, à 20h54. Bon, mon fils a envie une nouvelle parce qu'on avait reçu ton email et Ken voulait se renchérir parce que le tableau lui plaisait, mais je lui ai expliqué qu'il fallait qu'il se renchérisse au dernier moment. Et puis on était en train de parler avec Mireille et Gilbert et on a donc oublié, c'est Mireille qui vient de s'en rappeler à l'instant, alors qu'elle est en train de chercher sur Internet, mais il le trouve plus. C'est peut-être enlevé dès que c'est adjugé, c'est-à-dire Mireille a dit que c'était à 20h qu'il fallait, enfin avant 20h qu'il fallait monter les enchères. Donc si tu as 5 minutes, tu m'appelles et puis tu me dis ce que c'est devenu, et quel va être vert, si c'était dans ses moyens, de l'avoir raté parce qu'il lui plaisait. Allez, je t'embrasse, ciao.